La radiodiffusion française vous prie d'écouter en deuxième audition une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat, Couleurs de ce temps. Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Marc Chagall. Un homme assis sur une cheminée tout en haut d'un toit. Un âne, un homme qui joue du violon. Une maison. Au-dessus de la maison, un homme. Au-dessus de l'homme, un croissant de lune. Un poisson, un homme. On dirait un guerrier assyrien sur son outre. Et des anges, des violons. Un portrait de femme, un violon. Sur la poitrine de la femme, un équilibriste. Un danseur vert aux ailes blanches avec une tête jaune d'oiseau. Un bras traverse une pendule et rouge, très sombre, la piste du cirque. Sur la piste, une écuyère et des maisons et une danseuse et un âne et un homme qui joue du violon. Interminable, le poème pourrait se dérouler. Or, je n'ai aucunement cherché à écrire un poème. On ne décide pas d'écrire un poème, il s'écrit tout seul. Celui-ci s'est écrit tout seul. Moi, je n'ai écrit qu'une énumération. J'ai dressé la liste de ce que j'ai vu sur quelques toiles de Chagall. Et la poésie qui se dégage de l'univers de Chagall est si vive qu'il m'eût été impossible de la trahir entièrement. Chagall est peintre et Chagall est poète. Poésie et peinture sont à ce point mêlées dans son œuvre que pour y pénétrer, il faut les clés de la poésie. On est convenu d'affirmer qu'une œuvre demeure si elle est par quelque côté hors du temps. Dans une toile de Chagall, l'élément permanent est le temps subjectif du peintre qui est toujours à la fois l'enfant et l'homme, qui mêle, pour en dégager l'unité, ses joies, ses rires et sa souffrance. L'humeur de Chagall est constante et toujours présente. Son présent, ce présent qu'il exprime, c'est la somme de son passé. Pour la troisième fois, Chagall est en France. Chaque fois qu'il a foulé notre sol, le peintre a exprimé dans sa peinture la joie de la découverte ou celle du retour. Pendant la guerre, il a séjourné aux États-Unis. Il s'y est abandonné à l'exploration d'un monde tout intérieur. Il exprime maintenant la joie d'avoir retrouvé la nature et la tristesse de ne plus partager cette joie. Les grands thèmes de Chagall demeurent, animaux, fleurs, maisons, hommes et femmes, mais leur valeur symbolique est presque toujours ambivalente. Poupées de chiffon douées de vie, douées de mort, de blanches Ophélies coulent au long des toiles. Animaux de la crèche, oiseaux, lune rouge, blanche, jaune, Sainte Ursule dérisoire baignée de fleurs qui fêtent leur mariage et parent leur lit de mort. Peu de maisons, des cieux violets ou bleus, tous lourds, pour l'assomption des jeunes mortes et de leur amant. Mais alors que les obsessions de l'artiste étaient souvent les motifs autour desquels s'organisaient ses tableaux, Chagall affirme dans ses toiles récentes la maîtrise de son art et l'apaisement d'une âme tourmentée. Marc Chagall. Un surréaliste a dit « Le rôle du peintre est de projeter ce qui se voit en lui. Comme un des moyens pour atteindre cette voyance, j'ai proposé l'accouplement de deux réalités en apparence inaccouplables sur un plan qui, en apparence, ne leur convient pas. Il semble avoir un grand nombre de toiles, et particulièrement celles que vous avez récemment exposées, que vous pourriez faire vôtre cette affirmation. Accepteriez-vous d'être compté parmi les surréalistes? Ce n'est qu'une partie d'un tout. C'est plutôt une partie schématique, ou dirais-je automatique, avec un point cérébral. Nous sommes nés afin de voir simultanément, de manière instantanée, non seulement en nous, mais en dehors de nous. Et si nous regardons en dehors de nous, est-ce que nous ne le voyons pas en nous-mêmes aussi? Non seulement notre regard, mais toute notre vie est une œil plus grande que nature. Nous sommes ici et là, en même temps. Ce qui donne à notre vision ce caractère sans début ni fin, un peu nouveau-né, dirais-je, ou d'une nouvelle réalité. Ou encore, comme en 1911, dans mon atelier, Apollinaire prononça ces mots de surnaturel. En fin de compte, une vision de cette sorte est le résultat d'un moment psychique et peut se concevoir comme un élément constructif, comme une nouvelle dimension nullement littéraire et hors de l'automatisme tant proclamé par André Breton. Ainsi, mes premiers tableaux
mais sont apparus les morts de 1908, par exemple, ou pour recréer une rue, celle qui s'est trouvée devant mes yeux, pas dans un plan impressionniste ou cubiste, j'ai mis sur les toiles les morts dans la rue, entourés de cierges, et une opposition sur le toit et un musicien. J'ai voulu ainsi construire ma rue, ou la vôtre, ou encore, dans le tableau Moi et Village de 1911, j'ai mis dans le jus de la grosse vache une petite vache. Et pour souligner le mouvement de marcheur, j'ai posé à côté un homme qui marchait la tête en bas, et ainsi de suite. Mais c'est toujours en dehors du symbolisme et de la littérature. Alors, en 1908, 10, 11, et plus tard, il n'y avait pas encore de mouvement surréaliste. Il est apparu bien plus tard. Si le surréalisme est et fut le mouvement dans lequel une certaine naturelle, une langue plastique joue le rôle principal, alors je suis surréaliste. Mais à quoi vont les classifications? Je ne suis pas entré lors de mon retour à Paris en 1923 dans des calculs de groupe ou de personnalité et j'ai laissé la voie ouverte. Lors de votre premier séjour en France, de 1910 à 1914, vous avez assisté à la naissance du cubisme. Vous avez exposé en même temps que des peintres cubistes, et dans certaines de vos toiles, l'influence du cubisme se manifeste. Cette influence, vous vous en êtes rapidement dégagé. En quoi le cubisme s'écartait-il de vos préoccupations? Oui, à mon arrivée à Paris en 1910, j'ai été étonné par le cubisme naissant. Quoique, je voyais les dangers dans un certain sens de la décoration et de stylisation des arts primitifs. Je suis vite revenu à moi. Il me semblait entrevoir que ces mouvements de cubisme, tels que les mouvements précédents de l'impressionnisme, suffit toujours le même réalisme, comme avant le réalisme du naturalisme de Courbet, comme le réalisme du romantisme de Delacroix ou le néoclassicisme de David et d'Ingres. J'ai rêvé à une certaine réalité construite non seulement d'une façon optique, mais aussi avec des éléments de caractère psychique, lesquels, de loin, apparaissent comme des éléments illogiques. Oui, c'est une réalité nouvelle, une autre réalité, mais il n'y a rien en dehors de la réalité. Car même dans ce qu'on appelle abstraction, il y a aussi une réalité. Un angle, une ronde ou une cube sur une toile, c'est une figuration, ou dans son genre un sujet, tel la guitare chez le cubiste ou la pomme sur l'assiette chez Cézanne. Je ne parle pas finalement de méthode, à moins que cette méthode ne prenne le caractère d'une vision du monde, car n'avons-nous pas dépassé l'époque dans l'art des théories pures? Estimez-vous cependant avoir subi l'influence d'autres peintres? Et lesquels? À Paris, en 1910, j'ai été enthousiasmé surtout par Van Gogh. Seurat m'a tiré. Et au Louvre, j'ai vu Gréco. C'est difficile à énumérer. Mais c'est la vie même, l'air libre de France qui m'étonnait. Palette vivante pour moi, errant à travers les visages, les figures des hommes, les nuages, sous les arbres, dans le marché, partout, l'air du pays, c'était l'art. Il ne t'oppressait pas, mais te donne la possibilité de te souvenir de toi-même, de ne pas t'oublier. Au contraire, cet air plastique aiguise encore plus ta conscience de toi-même. Béni soit ce mariage. Tu n'es jamais seul ici dans ta solitude. Marc Chagall, à côté de votre œuvre picturale très importante, vous avez composé de très nombreuses illustrations. Oui, j'étais invité par Vollard d'illustrer Les Amours de Gogol, c'était en 1923. Je fais 118 gravures. Je fais après Les Fables La Fontaine, 100 planches. Je fais la Bible, 100 gravures. Le Gogol est déjà édité par Thériade
qui est repris de Bollard, après la mort de Bollard. Je fais pour Thériade aussi l'enverbe numéro 24 de Boccace, avec 26 ladis. Mais le plus grand travail est pour moi la Bible, qui seront édités, j'espère, dans 3 ou 4 ans. Je fais aussi dernièrement quelques céramiques avec des motifs bibliques. Ces quelques pièces de céramique, ces quelques échantillons sont comme un avant-goût, en quelque sorte, résultat de ma vie dans le Midi, où l'on sent si fort la signification de ce vieux métier. La terre même sur laquelle je marche est si lumineuse, elle me regarde tendrement comme si elle m'appelait. Je voulais toucher à cette terre, tel le vieux artisan, m'éloigner de la décoration accidentelle, en restant dans les limites de la céramique, lui en souffrant l'écho d'un art à la fois proche et lointain. Il me semble soudain que cette terre si claire interpelle de loin la terre sourde de ma ville natale, Vitebsk. Mais cette terre, tout comme le métier, ne se donne pas facilement. Le feu me rend mes soucis à la sortie du four, parfois avec reconnaissance, parfois sous une forme grotesque et ridicule. Le fait de la terre me rappelle trop bien que mes moyens sont modestes. Dans ma tête passent souvent de merveilleux exemples de cet art occidental et oriental. Par ce temps menaçant de bombes et de pulvérisation, on a particulièrement envie de s'attacher à cette terre et de se confondre avec elle. Les racines de ma première patrie s'étendent et se lient aux racines de ma seconde patrie qui m'aident à respirer en souriant. L'art n'est-il pas comme le visage de mon fils de 4 ans qui attend de moi un sourire? Que je parle de céramique, de gravure ou de peinture, toutes mes paroles tournent autour de la matière qui, de par elle-même, est abstraction, à condition qu'elle se tienne à une certaine hauteur. Même si cette matière est trempée d'une sensibilité excessive, ne vaut-il pas mieux s'y attarder plutôt que de se perdre dans un monde où règne un automatisme ou une orgueilleuse insensibilité? Que ce soit dans votre peinture, dans votre céramique, par les illustrations de la Bible, le sentiment religieux paraît avoir été une grande source d'inspiration pour vous. Oui, un objet sur une table ou une pierre toute simple dans un champ peut m'émouvoir religieusement tout autant. Quant à mes tableaux avec des éléments religieux, je me souviens d'un de mes premiers tableaux en 1908, donc je n'ai même pas une photo. Le tableau représentait une Madone avec sous les genoux le Christ enfant que j'avais peint barbu. Je n'y mets pas de religiosité spéciale. Les crucifix que j'ai peints en depuis 1908-12 jusqu'au dernier temps ont pour moi une signification de déchéance humaine plutôt qu'une signification dogmatique. On a pu dire que la perspective de vos toiles est une perspective du sentiment. Que faut-il entendre par là? Oui, il y a dans ce que vous dites une part de vérité. Je trouve que ce sera une vérité assez belle. Ou bien, comme s'est exprimé mon ami Venturi, une vérité émotionnelle. La vieille perspective est morte avec les autres méthodes. À sa place est venue une perspective non seulement du sentiment, mais une perspective du temps et d'une certaine morale. Dans votre œuvre, les grands thèmes, j'en ai parlé tout à l'heure, sont les animaux, les fleurs, les maisons et les personnages humains. Il me semble que ces thèmes ont un caractère symbolique. Quelle signification donnez-vous à ces personnages, à ces fleurs? Ce n'est pas la signification qu'on leur prête si souvent. Un animal peut donner parfois l'aspect de quelques objets, et un autre objet peut rappeler un bouquet de fleurs. Un bouquet lui-même se transfigure en maison, et les hommes marchent en arrière, en avant, et occupent d'autres plans. Quant à leur signification, je voudrais plutôt souligner leur valeur, leur caractère constructif. Pour mon tableau, tout en naissant spontanément. Les toiles que Chagall a peintes depuis son retour en France ont une importance particulière dans son œuvre.
Certes, le peintre est toujours lui-même, éloigné du réaliste, surréaliste sans littérature ni automatisme. Les seuls moyens auxquels il accepte de recourir sont toujours les moyens propres à la peinture. Les éléments psychiques qu'il introduit dans ses tableaux jouent en tant qu'éléments plastiques constructifs. Tout ce qu'il a dit lui-même de la peinture, il le dirait encore. Ne soulignez pas, ne vous rattachez pas à un mouvement. Les mouvements se font tout seuls, on ne les fabrique pas. Rien dans la vie ne se fait que par intuition et volonté. Fuyez le dilettantisme, le fantastique. L'intuition conduit l'artiste, mais son œuvre achevée doit être un tout logique. Le plus grand danger, en face d'une toile de Chagall, serait de s'abandonner à une psychanalyse rudimentaire. Ce serait négliger le peintre et le poète pour s'attacher à l'homme, trop complexe pour qu'on le puisse expliquer par ce moyen. D'ailleurs, le critique ne doit-il pas éviter semblable écueil? Dans la mesure où par la psychanalyse il entendrait rendre compte de l'artiste, la réponse est affirmative. Cependant, on ne doit jamais oublier que l'œuvre est liée à la vie de l'artiste. Le mot lié est insuffisant. Vie et œuvre ne font qu'un. Elles s'expliquent l'une l'autre. Les choses sont comme ça, dit Chagall, mais je projette mon drame. Si je disais que je les vois tragiques ou gais, j'affirmerais une chose fausse. Je ferais du réalisme. Vous voyez un arbre, mais vous pouvez faire un poisson, un âne, un chandelier. Seulement le poisson ressemble à un arbre. Je ne puis, en présence de l'œuvre de Chagall, éviter de penser à l'équivalence des moyens d'expression, ou plutôt à leur correspondance. Poète, Chagall a écrit un livre, Ma vie. C'est un livre de peintre. La disposition typographique de l'ouvrage évoque toujours un tableau. Autant de phrases, autant de paragraphes. Et chaque paragraphe est un tableau. Ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, c'était une auge. Ma ville triste et joyeuse. Je vois le fleuve s'éloigner, le pont plus loin, et de tout près la clôture éternelle, la terre, la tombe. Du sang à flot. Ma tante est couchée sur le divan. Les mains jaunes sont pliées, croisées, ongles noirs et blancs. Les yeux jaunes et blancs. Les dents brillent nébuleusement. Robe noire à travers laquelle apparaît le corps allongé, épuisé. Tout ce que le peintre écrit, le poète pourrait le peindre. Chaque phrase est une affirmation d'objet, une indication de forme, de mouvement ou de couleur. Je voudrais citer un texte de Chagall, un texte qui me paraît essentiel si l'on veut comprendre toute l'œuvre du peintre. Je suis seul dans la rivière. Je me baigne, à peine si je trouble l'eau. Autour, la ville paisible. Le ciel laiteux, bleu-noir, est un peu plus bleu à gauche et du plus haut resplendit un bonheur céleste. Soudain, du bord opposé, au-dessous du toit de la synagogue, s'élance une fumée. Comme si on entendait les cris de rouleaux brûlants de la Torah et de l'hôtel. Les vitres se brisent, vite, hors de l'eau. Tout nu à travers les poutres, je cours chercher mes vêtements. J'aime tant les incendies. Le feu jaillit de tous côtés. Déjà la moitié du ciel est enfumé, il se reflète dans l'eau. Les boutiques se ferment. Tout s'agite. Les gens, les chevaux, les meubles. Des cris, des appels, des culbutes. Plus chère, plus émouvante est devenue pour moi ma maison natale. Je cours vers elle pour la voir et lui dire adieu. Sur son toit tombent déjà les charbons, les ombres, les reflets du feu. Elle est comme évanouie. Mon père, moi, les voisins, nous l'arrosons, nous la mouillons, il la sauve. Vers le soir, je monte sur le toit pour mieux contempler la ville brûlée. Tout fume, se fend, s'écroule. Triste et fatigué, je rentre à la maison. Et Chagall termine son livre. Ces pages, dit-il, ont le même sens qu'une surface peinte. S'il y avait dans mes tableaux une cachette, je pourrais les y glisser. Ou peut-être se collerait-il au dos d'un de mes personnages, ou encore sur les pantalons du musicien de ma peinture murale. Qui peut savoir ce qui est écrit sur son dos? La radiodiffusion française vient de vous présenter en deuxième audition Couleurs de ce temps, une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat. Aujourd'hui, vous avez entendu Marc Chagall.